J'interviens juste avant la réalisation du journal télévisé sur le plateau 2 de TV Liberté. Nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre engagement à nos côtés. Votre soutien est un vrai motif de fierté. Mais nous ne sommes pas sereins car les objectifs ne sont pas atteints. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun publicitaire, aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire ou oligarque. TV Liberté appartient à ses donateurs. Alors, pour qu'en 2021, votre chaîne continue sur sa lancée et défende la vérité, aidez-nous tout de suite et avant le 31 décembre, ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, nous voici réunis pour une nouvelle émission de Livre Libre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur François Foucard. Alors Monsieur François Foucard est un personnage tout à fait exceptionnel. Il a été, mais je pense qu'il va s'en excuser, un des plus brillants journalistes de France Inter, une radio que j'ai bien connue quand j'étais responsable d'un grand parti politique et qui n'était pas précisément très tendre avec ma famille d'esprit, mais il arrive qu'on trouve une fleur quelquefois. Alors c'est en l'occurrence M. Foucard qui a commencé sa carrière à Radio Brazzaville et qui a été pendant des années, qui a été dans les médias régionaux, et qui a été pendant des années, en tant que journaliste à France Inter, chroniqueur judiciaire et chroniqueur religieux. Je crois que vous avez fait, par exemple, entre autres choses, 18 voyages avec le pape Jean-Paul II. Oui, alors le côté religieux était pour France Inter un peu moins important, mais j'ai été chroniqueur religieux parce que je crois que personne ne voulait prendre ce poste parce que personne n'y connaissait, mais rien. Bon, alors les voyages avec Jean-Paul II, oui, et puis j'ai rencontré aussi des personnalités extrêmement sympathiques comme Mère Teresa. J'ai été à Calcutta 2 fois, ça c'était très sympathique. Monseigneur Lefebvre aussi. Monseigneur, j'ai écrit d'ailleurs, le bouquin, j'ai peut-être oublié Bruno de vous en parler, j'ai écrit un petit bouquin intitulé Monseigneur Lefebvre, fidèle ou rebelle. Oui. Bon. Alors, Monseigneur Lefebvre, moi je l'aimais bien. Il y a une petite anecdote, je la glisse rapidement parce que je crois qu'elle est amusante. En revenant d'un voyage dans l'aéroport de Roissy, nous étions une dizaine de journalistes. Il aimait bien qu'on soit en rond comme ça, et puis il passait devant chacun, on se présentait, un tel d'Antenne 2, un tel du Parisien, etc. Alors arrivé devant moi, je lui dis, mais Monseigneur, nous nous connaissons, j'avais été à Ecône déjà, nous nous connaissons, je suis François Foucard de France Inter. Ah, dit-il, il y en a au moins un d'honnête. Alors, bon, nous ne commenterons pas davantage ce propos. Et vous avez écrit aussi, on voit une partie de votre œuvre considérable, des mémoires. Vous avez écrit sur les affaires judiciaires que vous avez connues. Vous avez écrit sur l'affaire Omar Haddad. Et vous êtes un peu à contre-courant de la doxa qui voudrait que ce malheureux soit innocent, et vous êtes persuadé du contraire, et vous expliquez mais ça pourquoi. Se démontre. Mon cher Bruno, oui. Nous n'aurons pas le temps de le faire, c'est dommage. Non, on ne va pas faire le procès de Omar m'a tué, chacun s'en souvient. Non, mais moi je pourrais très bien de la démontrer. Malheureuse qui a écrit avec ses lettres de son sang, Omar m'a tué. Oui, la fameuse faute d'orthographe. Oui. C'est ça, entre autres, qui prouve que c'est bien elle qui a écrit, puisqu'elle la faisait, personne ne le dit, ou
presque. Nous avons des écrits de comparaison. Et Madame Marshall faisait toujours cette faute de l'infinitif. Oui. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre, au moment de la mort de Madame Marshall, écrive avec la faute de l'infinitif en se disant « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie qu'au fait, d'abord, comment le savait-il, que Madame Marshall faisait cette faute ?» Bien sûr, de confondre le participe passé et l'infinitif. Oui, oui. Non, mais c'est un détail, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Le fait qu'on s'est acharné à dire qu'on pouvait entrer par un moyen quelconque ou en sortir de cette cave, c'est faux. Oui. Elle avait fait un petit barrage épatant, très simple, mais qui interdisait absolument d'entrer. Or, quand les gendarmes ont forcé la porte, difficilement, il n'y avait que le cadavre de Madame Marshall, etc., etc. Oui. Bon. D'ailleurs, il n'a pas été innocenté, il a été gracié. Pas du tout, 18 ans de réclusion. Ce qui n'est pas la même chose. Mais vous avez suivi beaucoup de procès, de grands procès, et vous avez écrit aussi sur les aspects les plus dramatiques de la justice. Je veux parler des exécutions capitales, quelquefois justifiées quand il s'agit de criminels abominables, quelquefois beaucoup moins quand il s'agit de procès politiques. Et vous avez même écrit un livre sur la vie du bourreau. Alors, est-ce que je peux vous demander, est-ce que ce n'est pas un petit peu morbide que de vous intéresser à cet aspect des choses? Oui, alors ça, on me l'a dit déjà, et je comprends qu'on me pose la question, parce que c'est effectivement effrayant. La vie du bourreau, la vie quotidienne, elle n'est pas effrayante. C'est un petit bourgeois parisien, qui est à la fois très fier d'être ce qu'il est. C'était le cas de celui que j'ai connu, Monsieur Obrecht. Oui. André Obrecht. C'est le dernier, je crois. C'est le dernier. Oui, oui. Non, il était l'avant-dernier. Il y en a eu un autre après. Oui. Bon. Vous, excusez-moi de vous interrompre, vous avez écrit sur la vie de Debler. Alors, j'ai écrit, il y a eu deux lignées de familles célèbres, les fameux Sanson, et on sait pourquoi, jusqu'à Louis-Philippe, d'ailleurs. Bon. Et puis après, les Debler, il y a eu Joseph, Louis et Anatole, qui a été bourreau pendant 40 ans. Comme exécuteur, le titre, c'est... Exécuteur des hautes œuvres. Non, pas du tout. Exécuteur en chef des arrêts criminels. Bon. Ah bon, alors je croyais que c'était exécuteur des hautes œuvres. Oui, on appelle ça les hautes œuvres. Vous avez tout à fait raison. Bon, mais l'exécuteur en chef des arrêts criminels était un petit bourgeois qui était à la fois fier de ce qu'il faisait, parce qu'il disait c'est dans la famille. Bon, et puis deuxièmement, on le dit jamais, mais c'était payé moyennement, mais c'était payé qu'il travaille ou non. Alors il n'était évidemment pas fonctionnaire, le bourreau. Bon, pour être fonctionnaire, il faut passer un concours. Je ne vois pas très bien quel concours on aurait pu lui faire passer. Bon, mais ça m'a intéressé d'abord probablement ce qui a déclenché tout ça, c'est qu'un jour que j'étais à la prison de la Santé, où j'étais visiteur à l'époque, j'ai été longtemps visiteur à Rennes, à Versailles. Vous visitiez les prisonniers. Visiter les détenus. C'est très intéressant et c'est beaucoup moins difficile qu'on ne l'imagine. Il suffit d'avoir un bon contact humain et puis ça se passe très très bien, très facilement. Bon, mais un jour que j'étais à la Santé, je m'étais lié d'amitié avec le directeur qui était un type épatant, Hubert Bonaldi, et il me dit « Regarde !» Et dans la cour, je vois passer un bonhomme, c'était l'hiver, en par-dessus, chapeau, et il me dit « C'est le bourreau, c'est l'exécuteur. » Alors je dis « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là ?»« Oh, ben il vient régulièrement, il a la clé du hangar où sont les 2 guillotines, il y en avait 2 à la Santé, bon, une dite 2 voyages, pour aller guillotiner en province, et l'autre qui restait à Paris. Tout ça est abominable. Tout ça est abominable. Bon. Du coup, je me suis intéressé au personnage, c'était monsieur André Obrecht, en me disant, voilà un type qui va couper des têtes, et puis, autrement, c'est un homme qui va acheter sa baguette de pain, faire son tiercé, etc. Donc, ça m'a intéressé. Alors, est-ce que c'est morbide ? Peut-être, j'en sais rien, il y a peut-être chez moi un côté morbide, mais au fond, pour moi, c'est pas vraiment ça, et c'est surtout le côté insolite. Oui. Peut-être avec le côté 1900, les becs de gaz, les pavés luisants, le fiacre, etc. Il faut dire que quand je regarde la télévision, je ne vois que des affaires... Ma grand-mère disait, à la télévision, il n'y a que des tueries ou des coucheries. Mais il y a beaucoup de tueries, des films policiers en tout genre, les affaires criminelles, les enquêtes, etc. Bon. Donc, nous ne vous ferons pas ce reproche, mais vous nous présentez un de vos derniers ouvrages qui s'appelle « Mes derniers mots ». Est-ce que vous pourriez le montrer à la caméra pour que les téléspectateurs le voient ? Derniers mots. Derniers mots. Derniers mots, ce sont les derniers mots des condamnés à mort.
Oui, alors j'ai eu envie de faire ça parce que du côté des condamnés à la peine de mort pour crime, donc la cour d'assises habituelle, enfin, il y a certains derniers mots qui sont totalement extravagants. On pourra en citer 3 ou 4. Eh bien, je vous en prie. Ou maintenant, si vous voulez. Par exemple, on réveille tel condamné, et ça a été le cas aussi pour le fameux Landru, et on offre le petit verre de rhum. En fait, moi j'ai vu à la maison d'arrêt de Versailles, dans le placard du chef, le surveillant chef, il y avait une grande bouteille marquée rhum, en grosses lettres. Et je lui dis, mais alors chef, qu'est-ce qui se passe, vous buvez ou... Il m'a dit, pas du tout, c'est en cas éventuel, l'administration ne nous paye pas la bouteille, donc c'est moi qui la paye. Bon, eh bien, on offre le petit verre de rhum. C'était un grand verre. C'était un grand verre, en fait, je crois. Pour essayer d'assommer le type. Bon. Et Landru, et il y en a au moins 1 ou 2 autres qui ont dit « Ah non, 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 merci, moi jamais d'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé. » C'est mauvais pour la santé. Oui, voilà. Oui, c'est admirable. C'est extraordinaire. Bon, quel que soit, bon, oui. évidemment, Landru, un partisan de la femme au foyer, hein, si l'on peut dire. Alors, vous avez d'autres choses tout à fait extraordinaires. Un type qu'on réveille dans les années 1900, et on lui dit, bon, c'est le moment est venu, etc., etc. Alors, faut s'habiller, hein, et il dit, ah, mais je trouve pas mes chaussettes. Donnez-moi mes chaussettes. Alors, lui dit, écoutez, l'heure de dire au point où on en est, ça n'a plus d'importance, hein, vraiment. Bon. Si, j'y tiens, trouvez mes chaussettes, etc. Et on a fouillé dans la cellule pour qu'il puisse aller à la guillotine avec ses chaussettes. Une autre fois, c'est un jeune voyou, on guillotinait des tout jeunes, hein, des garçons qui avaient 20, 21 ans. Oui. Bon, un jeune voyou, on le pousse vers la guillotine. Allez, c'était au début du siècle, ils devaient être devant la Roquette, la prison de la Grande Roquette. Et il regarde un coup d'œil à la guillotine et il dit « Ah, te v'là, toi !» Il avait rendez-vous, comme il aurait eu rendez-vous avec sa fiancée. Oui. Alors, mais vous avez aussi, en dehors de ces mots très brefs, vous voyez, vous avez aussi il y a des choses très émouvantes, mais vous êtes très éclectique, parce que vous avez, par exemple, les derniers mots de Louis XVI, de Marie-Antoinette, des condamnés de la Révolution, des condamnés de la Résistance et de l'épuration. La Résistance, c'est une lettre admirable, je crois, d'un député communiste qui avait été condamné à mort parce qu'il fallait donner en quelque sorte aux Allemands leur livre de chair. J'ai tenu dans ce bouquin à faire 2 parts très distinctes. Les condamnés à la guillotine pour crimes crapuleux, avec donc certains derniers mots, il y en a un certain nombre, hein, mais qui sont tout à fait étonnants, d'autres très beaux, et je pense à Jacques Fesch. Je pense quand même à l'histoire. C'est Jacques Fesch... Qui avait été condamné pour avoir tué un chauffeur de taxi, c'est ça ? Non, Jacques Fesch voulait s'acheter un voilier, il rêvait, il était un fils de famille de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Bon, et puis il a attaqué un changeur, rue Vivienne, dans le quartier de l'Opéra. Bon, et il l'a simplement assommé. Et puis il s'est enfui, l'autre, le changeur d'or, s'est mis à hurler dans la rue à l'assassin au secours. Jacques Fesch a pris la fuite en courant. Il y a toute une petite foule qui s'est mise derrière lui, y compris un agent de police à l'époque. Il y avait des agents qui faisaient la circulation. Oui, bien sûr. Il a vu ça, donc il a pas eu. Et Jacques Fesch, alors ça, il a reconnu que c'était une erreur fondamentale. Il avait pris un revolver qu'avait son père, un 6,35, Herstal. Et Jacques Fesch, tout affolé, dans la poursuite, à un moment sans viser, mais il a tiré derrière lui, et la balle est arrivée en plein dans le cœur de l'agent Vergne, qui a été tué sur le coup. Alors, procès, ça a été très très long. Et Coty, alors il s'est converti en prison, il a laissé des écrits, j'en parle dans ce bouquin, des écrits admirables. Et le président Coty a refusé la grâce, et le président Coty, quelque temps avant sa mort, a dit, s'il y a une chose que je regrette maintenant, c'est de ne pas avoir gracié Jacques Fesch. Alors ça, c'est le côté guillotine pour des gens qui ont fait des crimes. Mais le côté peine de mort, en matière politique, alors j'ai écrit... Là, vous en avez beaucoup. J'en ai beaucoup, j'en ai plein, parce que, si vous voulez, je suis parti de l'idée
que la peine de mort en matière politique, c'est en soi scandaleux. Parce que rien ne change plus vite. Un tel qui est aujourd'hui condamné sera demain président, ou un tel considéré comme une crapule sera considéré comme un héros. Alors, je voudrais très rapidement vous dire ce que disait Élie Denoy de Saint-Marc, oui, qui est quand même pas suspect, déporté, oui, etc. Bon, et qui parlait de ceux qui ont été fusillés au moment de l'épuration. Oui. Notamment des gens de la Charlemagne ou des miliciens. Voilà ce que disait Denoy de Saint-Marc. On ne peut que s'incliner devant ceux qui ont donné leur vie parce qu'ils croyaient en une cause qu'ils défendaient, fût-elle mauvaise. On ne peut que reconnaître ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées. Quelques-uns de mes camarades de classe sont allés mourir dans les plaines de Russie, dans les rangs de l'armée allemande, au titre de la lutte contre le bolchevisme. Sur le strict plan du courage, leur volonté valait largement la mienne. Alors, je voudrais citer aussi la... C'est un propos, je rappelle que Élie Denoy de Saint-Marc a été, pour sa part, déporté très jeune, d'ailleurs. Il avait 18 ans. Oui, il a été déporté, je crois, à Buchenwald ou... Oui. Et il en est revenu, il pesait 40 kilos. Alors, vous avez eu raison de me parler tant qu'à parler de ceux qui ont été fusillés pour motifs politiques, il y a eu tous ceux de la résistance. Oui. Ils sont très, très nombreux. Fusillés ou même guillotinés, d'ailleurs. Ou même guillotinés. Alors, voilà le cas. Oui. Moi, je tiens beaucoup à le citer, parce que d'un député communiste, oui, c'est pas du tout mes idées, mais ça n'empêche pas que cet homme a été magnifique de courage. Jean Catlas, bon, voilà ce qu'il écrivait. Moi, je m'en vais, fier de ma vie, fier de mon passé. Je n'ai jamais fait que le bien, jamais personne, jamais pensé qu'à soulager la misère. Mais pour quelque temps encore, les éléments sont déchaînés, et tout conspire contre les hommes comme moi. Vois le bâtonnier. Dis-lui que je crois avoir honoré l'ordre des avocats. C'est ma carrière que j'ai servie souvent avec passion, et c'est en somme pour cela, pour l'avoir exercée jusqu'au bout, sans défaillance, que s'entr'ouvrent devant moi, en cette nuit tragique, les espaces infinis. Lettre de Jean Catlas, député communiste, qui aurait dû être fusillé et qui a été guillotiné. C'est quelque chose de monstrueux. Alors, il y a eu aussi quand même, je crois qu'il faut en parler, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Il y a eu, par exemple, la façon dont on a traité Laval. Oui. Pierre Laval. Alors, moi, je ne veux pas du tout ici défendre la collaboration, je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la peine de mort et de la façon dont on la donne ou non. Il eût été peut-être intéressant de juger, mais longuement, l'action de Pierre Laval, qui était président du Conseil. C'est tout de même très intéressant. Il fallait peut-être encore que les vainqueurs qui jugent systématiquement les vaincus... Oui, c'est à la mode maintenant. Ça n'était pas au XIXe siècle, voilà, ni au XVIIIe d'ailleurs. Oui, c'est une détestable mode anglo-saxonne. On l'a vu en Irak. Oui. Bon. Mais Pierre Laval, il eût été tout à fait intéressant de l'interroger sur tout. Pourquoi Pétain, pourquoi les Allemands, sur la pression des Allemands, a-t-il été rappelé au pouvoir, etc., etc. Au lieu de ça, le procès, on a choisi les jurés sur une liste d'anciens FTP ou de membres du Parti communiste. Enfin, vous imaginez, alors qu'un juré, ça doit être absolument impeccable. On ne doit pas savoir ce qu'il est, ce qu'il pense. Il doit d'abord être dans sa tête honnête. Alors voici, ça, c'est extrait de la sténographie du procès Laval. Voilà ce que dit Demussois, député communiste. Un peu de modestie, fourbe. Bedin, juré. Elle passera à la justice. Un autre juré communiste. Provocateur, salaud. Un autre juré. Une corde pour te pendre. Un autre, Germinal Worms, juré communiste qui avait cru bon de s'affubler d'un nom contemporain de la terreur. Alors Germinal Worms, tu gueuleras moins fort dans 15 jours, salaud. 12 balles dans la peau. Il n'a pas changé. Oui, je me souviens d'avoir assisté à une conférence d'ailleurs de Maître Alberno, qui avait été un très jeune défenseur de Laval. Mais surtout, je vais vous dire, il y a ces militants communistes qui composaient le jury, mais les magistrats n'étaient pas moins coupables, magistrats qui avaient prêté serment au maréchal Pétain et qui ont expédié, je crois, en quelques heures l'instruction de son procès. Oui,
Je cherche leur nom. Voilà, Mornay et Bouchardon. Oui. Mornay et Bouchardon. Et au moment d'être traîné, vomissant, il avait essayé de s'empoisonner, Laval. Oui, il était pratiquement mort. On lui a fait un lavage d'estomac pour on l'a traîné. Il y avait un surveillant derrière Mm. qui traînait une serpillière pour effacer le vomi. C'est abominable. On ne traite pas les gens, quels qu'ils soient, comme ça. Bon, eh bien... Et alors, ces derniers mots, puisque ce sont les derniers mots... Derniers mots, dernier, parce que je cite plusieurs de ces phrases, enfin... bon, mais ces derniers mots, c'est... les magistrats, où sont les magistrats? Or, les magistrats Bornay et Bouchardon s'étaient cachés derrière de vieilles caisses, puisque on a fusillé Laval dans une des petites cours de la prison de Fresnes. Bon, ils où sont pas les magistrats? Ça, Alors ils ont été obligés de sortir. Oui, parce que Laval était avocat, il connaissait les règles. Et par conséquent, il savait que l'avocat général devait assister à l'exécution. Oui, absolument. Mais en fait... tout ce qui est exécution de politique, quoi qu'ils aient pu faire, par définition, ça me semble insensé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec votre livre, d'abord, on a quand même une vue sur ce que les gens sont capables de dire, même quelquefois les pires criminels, quand ils sont assurés de la fin de leur vie, qui sont au bord du grand saut. Voilà. C'est quelquefois très émouvant. C'est quelquefois très émouvant. Et avec vous, on survole les aspects, hélas, dramatiques de notre histoire de France. Mais vous vous êtes intéressé aussi, par exemple, à des gens comme au testament politique, par exemple, de gens comme Orsini, qui avait tenté d'assassiner Napoléon III. Oui. Ah oui, alors Orsini, au point de vue historique, c'est extraordinaire. Condamné à mort, bien entendu, avec un complice, je ne sais plus son nom, mais bon. Et on demande l'impératrice Eugénie était tout à fait pour la grâce. Elle voulait que Napoléon III signe la grâce, et sur les conseils de tout autour de lui, on disait sire, il ne faut pas, il faut que ce soit un exemple, parce que ce qui s'est passé, etc., etc. Et un jour, l'impératrice Eugénie a dit à son mari, à Napoléon III, elle lui a dit, mais on comprend parfois que des étrangers se révoltent. Moi-même, quand j'étais en Espagne, du temps de Napoléon Ier, nous étions très remontés contre les Français. Et Napoléon lui a dit, Eugénie, vous oubliez qui je suis et qui vous êtes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Orsini, avant d'être exécuté, a écrit une lettre à Napoléon III, et selon beaucoup d'historiens, c'est cette lettre en faveur de l'unité italienne qui a convaincu Napoléon III de favoriser l'unité italienne. Et tant que nous sommes au XIXe siècle, vous avez aussi, je crois, un criminel fameux et qui est un littérateur, enfin un poète, Lassner. Ah oui, le fameux Lassner. Est-ce que c'est lui qui avait dit n'avouez jamais au pied? Non, c'est un boucher qui s'appelait Avinin. Ah oui. Et Avinin, à l'époque, c'était en public, et il s'est adressé à la foule en criant « N'avouez jamais », parce qu'il estimait que c'est parce qu'il avait avoué qu'on l'avait. Oui, c'était certainement, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, l'aveu, c'était la grande preuve. Oui. Et alors, Lassner, dites-moi. Alors, Lassner, à la fois grand criminel, des crimes affreux, sordides, mais un type extrêmement intelligent et cultivé, une sorte de raté de la société, et la société de l'époque l'admirait beaucoup, les gens bobos, etc. De même qu'on a beaucoup admiré Mesrine, c'est cette espèce d'instinct qui pousse vers l'admiration de la crapule, de la voyoucratie. Bon, eh bien, Lassner a été admiré. Il est vrai qu'il écrivait très bien. Écoutez ce tout petit extrait où il est question de la guillotine. Il s'adresse à la guillotine. « Salut à toi, ma belle fiancée, qui dans tes bras doit m'enlacer bientôt. À toi, ma dernière pensée, je fus à toi dès le berceau. Salut, ô guillotine, ô baptême sublime, dernier article de la loi, qui soustrait l'homme à l'homme et le rend pur de crime, dans le sein de la mort, mon espoir et ma foi. »
C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. On peut être à la fois ça une- me rappelle ma première année de droit, dans laquelle la peine de mort existait encore, et on nous enseignait le droit pénal. C'était en deuxième année, le droit pénal, et il y avait cet article 13, je crois, de mémoire, hein, du Code pénal, qui était ainsi rédigé. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Voilà, Mais moi, j'ai entendu la concision était admirable. Il est vrai que, en revanche, si une femme était enceinte, elle ne pouvait être exécutée, du moins avant la naissance de son enfant. On respectait encore la vie innocente. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Je termine en rappelant votre livre. Par conséquent, dernier mot, c'est aux éditions Via Romana. Et si nos téléspectateurs le souhaitent aussi, ils peuvent s'intéresser à Mes cours d'assises, passionnant récit judiciaire, avec la préface de Gilles William Goldnadel. Merci beaucoup.